Elle ne cherchait qu'à sauver son père, mais les plaines sauvages des terres frontalières en avaient décidé autrement. Lorsqu'un redoutable chef indigène croise son chemin, leur monde entre en collision d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Voici le récit de leur rencontre inattendue. Alors que le soleil d'or pesait lourdement sur les plaines arides, étirant des ombres immenses sur ce paysage désolé, l'histoire prenait racine. Nous étions en 1878 et la nation des hommes libres avait été contrainte de rejoindre les réserves. Leur puissance était effritée, mais leur esprit demeurait indomptable. Parmi eux se trouvait Takoda, surnommé par les colons le seigneur des plaines, un guerrier au sang mêlé dont la réputation le précédait partout où il allait. Takoda se tenait fièrement sur sa monture peinte à la lisière de la réserve, ses yeux sombres scrutant l'horizon. Le vent portait des effluves de sauge et de poussière, parfum familier qui lui rappelait la liberté. Il portait un mélange de vêtements traditionnels et d'habits d'homme blanc, représentation physique de son héritage divisé. « Nous devrions rentrer avant que les soldats ne patrouillent », dit son compagnon, un guerrier nommé Ours Véloce. La mâchoire de Takoda se contracta. « Qu'ils cherchent. Cette terre était à nous bien avant qu'ils ne tracent leurs lignes invisibles. » À quelques lieues de là, dans le petit hameau de Rivière-au-Saule, Célia Martin, 19 ans, essuyait la sueur de son front en tirant l'eau du puits vers la modeste ferme qu'elle partageait avec son père souffrant. Sa mère avait succombé à la fièvre 3 hivers plus tôt, laissant Célia seule pour s'occuper de son père et de leur ferme en péril. « Célia !» appela son père d'une voix faible depuis l'intérieur. « Est-ce toi ?»« Oui, papa, » répondit-elle en posant le seau et en se précipitant à l'intérieur. La cabane, constituée d'une unique pièce, était sommairement meublée mais propre. Son père gisait sur son lit, le visage pâle et tiré par la douleur. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda-t-elle en posant une main fraîche sur son front. « Comme hier, » répliqua-t-il avec un sourire las. « Le remède du médecin n'aide pas beaucoup. » Célia se mordit la lèvre. Le docteur avait été clair. Son père avait besoin d'un médicament spécifique que l'on ne trouvait qu'à Fort-Royal, un voyage de plusieurs jours. Il n'avait pas les moyens de payer quelqu'un pour aller le chercher, et son père ne pouvait pas voyager. « J'ai réfléchi, » dit-elle lentement. « Je devrais aller à Fort-Royal moi-même. » Les yeux de son père s'écarquillèrent. « Absolument pas. C'est trop dangereux pour une jeune femme seule. La piste passe près du territoire indien. Mais papa, sans ce médicament... » Elle laissa sa phrase en suspens dans l'air lourd de la pièce. Cette nuit-là, alors que son père dormait d'un sommeil agité, Célia prit sa décision. Elle partirait aux premières lueurs, prenant leur unique cheval et le peu d'argent qu'ils avaient économisé. Le voyage serait périlleux, mais elle ne voyait aucune autre issue. L'aube se leva froide et claire, alors que Célia sellait sa jument, une bête douce nommée Belle. Elle avait voyagé léger, un peu de viande séchée, une gourde d'eau, une petite bourse de pièces et le vieux revolver de sa mère, bien qu'elle ne l'eût jamais utilisé. « Je serai de retour dans 1 semaine, papa, » chuchota-t-elle à son père endormi en déposant un baiser sur son front. « Je te le promets. » Le premier jour de voyage se déroula sans incident, le paysage familier laissant peu à peu place à un territoire plus sauvage. Célia établit son campement
alors que le soleil commençait à décliner, attachant Belle à un arbre proche et allumant un petit feu. Les bruits nocturnes de la prairie, les hurlements des coyotes au loin et le bruissement des créatures de la nuit la maintenaient alerte et anxieuse. Juste quelques jours de plus, se dit-elle en resserrant son châle autour de ses épaules. Le matin apporta une surprise importune. Alors que Célia s'apprêtait à poursuivre son périple, elle aperçut des nuages de poussière à l'horizon, des cavaliers approchant à vive allure. Son cœur s'emballa alors qu'elle rassemblait ses affaires à la hâte, mais il était trop tard pour fuir. En quelques minutes, elle se retrouva encerclée par 5 guerriers au visage sévère et impénétrable. Au centre se trouvait un homme différent des autres, plus grand, aux traits suggérant un sang mêlé. Sa présence imposait le respect, et Célia sut instantanément qui il était. Les récits sur Takoda avaient atteint même leur petit hameau. Takoda étudia la jeune femme avec curiosité. Rares étaient les femmes blanches qui voyageaient seules dans ces contrées. « Qu'est-ce qui t'amène ici, fille ?» demanda-t-il dans un français étonnamment correct. Célia redressa le dos, se forçant à soutenir son regard malgré sa peur. « Je voyage vers Fort-Royal pour un médicament. Mon père est mourant. » Takoda rit, un son dur dans l'air matinal. « Ces terres sont dangereuses. Tu aurais dû rester chez toi. » Quelque chose dans son ton dédaigneux raviva la détermination de Célia. Sa peur céda la place au désespoir qui l'avait poussée à quitter son foyer. « Vous devez venir avec moi », lâcha-t-elle immédiatement, regrettant aussitôt son audace. Les guerriers se tendirent, les mains glissant vers leurs armes, mais Takoda leva la main, son rire s'arrêtant brusquement. « Je dois quoi ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement douce. Célia déglutit péniblement, mais insista. « Mon père a servi comme médecin pendant les guerres. Il soignait tout le monde. Blancs, Mexicains, Indiens. Il n'a jamais refusé personne. Maintenant, il se meurt, et je dois atteindre Fort-Royal. » Elle marqua une pause, rassemblant son courage. « Vous connaissez ces terres mieux que quiconque. Vous pourriez m'aider à y arriver saine et sauve. » Les yeux sombres de Takoda se plissèrent, l'étudiant intensément. Les autres guerriers observaient leur chef, attendant sa réaction face à cette requête stupéfiante. Le silence s'étira entre eux, tendu comme la corde d'un arc. Célia retenait son souffle, pleinement consciente de l'absurdité de sa demande. Les guerriers échangeaient des regards, certains amusés, d'autres offensés. Mais Takoda demeurait illisible, son expression ne trahissant rien. « Quel est ton nom ?» finit-il par demander. « Célia Martin », répondit-elle, la voix plus assurée qu'elle ne l'était. Takoda mit pied à terre en un mouvement fluide, la dominant de toute sa hauteur. « Et ce docteur, ton père, il a soigné mon peuple ?» ?»« Oui. » Célia hocha la tête avec emphase. « Lors de l'épidémie de variole, il y a 3 hivers, il a chevauché jusqu'aux lisières de vos territoires pour aider ceux qui acceptaient son aide. » Une lueur passa dans les yeux de Takoda. Une reconnaissance, peut-être. L'homme aux cheveux d'argent et à la boîte remplie d'outils étranges. Le cœur de Célia bondit. « Oui, c'est mon père. » Takoda se tourna pour conférer avec ses guerriers dans leur langue natale. La discussion fut animée. Plusieurs hommes désignant Célia avec une désapprobation évidente. Un guerrier en particulier, dont le visage était marqué de peinture rouge, semblait particulièrement agité. « Faucon Rouge dit que nous devrions prendre ton cheval et te renvoyer à pied », traduisit Takoda d'un ton factuel. « D'autres disent que nous devrions t'ignorer totalement. » Célia sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle tint bon. « Et que dites-vous, vous »
Takoda l'étudia un long moment encore. Je dis que les dettes doivent être honorées. Ton père a sauvé des vies parmi les miens. Cela crée un lien qui ne peut être ignoré. Il se tourna vers ses hommes et parla fermement. Leurs protestations s'éteignirent. La moue de Faucon Rouge s'accentua. « Je t'escorterai jusqu'au comptoir de commerce de Ruisseau Brisé », déclara Takoda. « De là, tu pourras trouver le chariot d'un homme blanc pour Fort-Royal. » Le soulagement envahit Célia, faisant trembler ses genoux. « Merci », souffla-t-elle. « Ne me remercie pas encore », avertit Takoda. « Le voyage ne sera pas facile, et mes guerriers ne nous accompagneront pas. Il sera plus sûr de voyager à deux plutôt qu'avec une partie de guerre qui pourrait attirer l'attention. »« Pourquoi iriez-vous seul ?» demanda Célia, confuse face à ce développement inattendu. « Parce que j'ai aussi des affaires à régler à Ruisseau Brisé, » répondit-il de manière énigmatique. « Nous partons maintenant. Reste proche et fais exactement ce que je dis. » Ils partirent en quelques minutes. Célia chevauchait Belle, tandis que Takoda montait son étalon à la robe pie. Les autres guerriers disparurent dans la prairie, se fondant dans le décor comme des ombres mouvantes. Faucon Rouge fut le dernier à partir, lançant un ultime regard soupçonneux vers Célia avant de s'éloigner au grand galop. À mesure qu'ils avançaient, le paysage changeait progressivement. Les plaines monotones cédant la place à de douces collines parsemées de mesquites et de chênes. Ils voyagèrent en silence pendant des heures, le rythme cadencé des sabots et le cri occasionnel d'un faucon étant les seules interruptions. « Comment un homme comme vous a-t-il appris à parler si bien ma langue ?» finit par hasarder Célia, incapable de supporter le silence plus longtemps. La bouche de Takoda se tordit en ce qui aurait pu être un sourire. Ma mère était une blanche, capturée enfant, élevée parmi les miens. Elle m'a enseigné certains mots. J'en ai appris davantage par le commerce et auprès des missionnaires venus sauver nos âmes. Célia assimila cette information surprenante. J'ai entendu des histoires sur vous, mais elle ne mentionnait jamais « Les hommes blancs racontent les histoires qui les arrangent », l'interrompit Takoda. « Ils préfèrent ne voir en moi qu'un sauvage. Cela rend leur peur plus simple à justifier. » Ils établirent le campement alors que le crépuscule descendait, trouvant refuge dans un petit bosquet près d'un ruisseau. Takoda alluma un feu modeste, produisant peu de fumée, avec une efficacité rodée, tandis que Célia s'occupait des chevaux. « Nous devrions atteindre Ruisseau Brisé demain vers midi, » dit Takoda alors qu'ils partageaient un repas simple de viande séchée et de pain dur que Célia avait apporté. Le comptoir est tenu par un homme nommé Jonas. Il est juste pour un homme blanc. Célia hocha la tête, observant Takoda à travers les flammes vacillantes. « Puis-je vous demander pourquoi vous m'aidez vraiment ? Cela ne peut pas être uniquement à cause de mon père. » Le regard de Takoda resta fixé sur le feu. « Mon peuple se meurt, Célia Martin. Pas sous les balles, mais de maladie et de faim dans la réserve. L'intendant qui distribue nos rations en vole la moitié pour lui-même. Les couvertures que nous recevons sont minces, la farine souvent remplie de charançon. » Il leva les yeux vers elle. « Je vais rencontrer un homme capable de porter nos plaintes jusqu'à la capitale. » « Je ne savais pas, » admit Célia, ressentant une pointe de honte pour son ignorance. « Peu savent, peu cherchent à savoir. » Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement de la résignation. Ils retombèrent dans le silence. Mais c'était un silence différent désormais, moins tendu, plus contemplatif. Alors que le feu se réduisait en braise, Célia s'enveloppa dans sa couverture, soudainement consciente de sa vulnérabilité. Pourtant, étrangement,
Elle se sentait plus en sécurité avec ce guerrier des plaines qu'elle ne l'aurait été en voyageant seule. « Dors », dit Takoda, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je monterai la garde. »« N'avez-vous pas besoin de repos, vous aussi ?»« Je dormirai quand nous aurons atteint Ruisseau Brisé, » l'assura-t-il. « La nuit appartient aux coyotes et aux hiboux, ainsi qu'à ceux qui nous voudraient du mal. » Célia acquiesça, s'installant le dos contre le tronc d'un arbre. Malgré son épuisement, le sommeil vint par intermittence. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, elle voyait Takoda dans la même position, vigilant, sa silhouette sombre se découpant contre le ciel étoilé. L'aube perça en traînées de rose et d'or à l'horizon oriental. Ils mangèrent rapidement et se mirent en route, poussant leurs chevaux à une allure plus soutenue que la veille. La matinée passa dans un calme relatif, brisé seulement par les commentaires occasionnels de Takoda sur les terres qu'il traversait ou ses avertissements concernant les dangers potentiels. Alors que le soleil atteignait son zénith, ils franchirent une colline et Célia aperçut de la fumée au loin. De la fumée de cheminées s'élevant de bâtiments. « Ruisseau Brisé », confirma Takoda en suivant son regard. Mais alors qu'ils approchaient, Takoda leva soudain la main, lui faisant signe de s'arrêter. Son corps s'était tendu, ses yeux plissés scrutant l'approche du petit hameau. « Qu'y a-t-il » chuchota Célia, la peur s'insinuant de nouveau dans sa voix. « Des cavaliers » répondit-il sèchement. Venant du comptoir, 6 hommes. Il se tourna vers elle, l'expression grave. Et ce ne sont pas des amis. Takoda guida rapidement leurs chevaux hors de la piste et dans un fourré dense d'épineux. Les branches griffèrent les bras et le visage de Célia alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans cette cachette naturelle. « Reste baissé », ordonna-t-il en mettant pied à terre et en tirant sur les rênes de son cheval pour le maintenir immobile. Célia fit de même, le cœur martelant ses côtes. À travers les brèches du feuillage, ils observèrent 6 cavaliers apparaître sur le sentier. C'étaient des hommes à l'allure fruste, armés de fusils et de revolvers, aux visages burinés et durs. Le chef, un homme grand avec une barbe grisonnante et un bandeau sur l'œil, leva la main pour arrêter le groupe précisément là où Célia et Takoda avaient quitté la piste. « Quelqu'un est passé par ici récemment », déclara le borgne, pointant les traces de sabots fraîches dans la poussière. « Ça pourrait être notre ami l'Indien, ou juste des voyageurs, » suggéra un autre homme. « Dispersez-vous » ordonna le borgne. « Vérifiez les environs. L'intendant a dit que l'Indien viendrait aujourd'hui, et j'ai l'intention de m'assurer qu'il n'arrive jamais à ce rendez-vous. » Les hommes se dispersèrent, 2 d'entre eux se dirigeant directement vers le fourré d'épineux. Célia jeta un coup d'œil à Takoda, la panique montant dans sa gorge. Son visage restait impassible, mais sa main glissa vers le couteau à sa ceinture. « S'il nous trouve » chuchota-t-il si doucement qu'elle l'entendit à peine. « Fuis vers le ruisseau derrière ces arbres. Suis-le vers le nord. Il te mènera au comptoir. »« Je ne vous laisserai pas » murmura-t-elle en retour, se surprenant elle-même par sa propre résolution. Une brindille craqua tout près. L'un des hommes était à moins de 6 mètres, avançant lentement à travers les broussailles. Célia pouvait voir ses bottes à travers les branches basses, avançant avec précaution, délibérément. L'instant s'étira, tendu à l'extrême. Célia retenait son souffle, craignant que le moindre son ne les trahisse. Les chevaux s'agitèrent nerveusement et Takoda caressa le museau de sa monture pour la garder silencieuse. « Y a rien ici à part des épines et des serpents !» L'homme cria finalement,
se retournant vers le sentier. Les traces continuent probablement plus bas. Un sifflet retentit depuis la direction de la piste, un signal du borgne. Les hommes se regroupèrent et après une brève discussion que Célia ne put tout à fait entendre, ils remontèrent en selle et continuèrent leur chemin, s'éloignant de ruisseaux brisés. « Qui es-tu » demanda Célia une fois les cavaliers hors de portée de voix. Des hommes de main de l'intendant dont je t'ai parlé, expliqua Takoda, la voix serrée par la colère. C'est lui qui vole mon peuple. Il a dû apprendre ma rencontre avec l'inspecteur du gouvernement. Il voulait vous tuer. Célia réalisa la brutalité de la chose, choquée malgré la violence de la frontière dont elle avait entendu parler toute sa vie. Oui, dit simplement Takoda. Et ils le feront encore s'ils me trouvent. Ils attendirent encore 10 minutes pour s'assurer que les hommes étaient vraiment partis, avant d'émerger prudemment de leur cachette. Le comptoir était désormais visible. Un ensemble de bâtiments en bois avec une grande structure centrale portant une enseigne, comptoir et magasin général de Jonas. Nous devons être prudents, dit Takoda. Ces hommes peuvent avoir des amis qui surveillent le poste. Et votre réunion ? Demanda Célia. Il est peut-être déjà trop tard. Son expression était sombre. Mais je dois essayer. Mon peuple compte sur moi. Ils approchèrent par l'ouest, utilisant un bosquet de peupliers comme couverture jusqu'à ce qu'ils soient à une centaine de mètres du comptoir. L'endroit semblait calme. Quelques chevaux somnolaient à la tâche. Une fumée paresseuse s'élevait de la cheminée, mais aucun signe des hommes qui les avaient traqués ne troublait la quiétude des lieux. « Attends ici », ordonna Takoda en tendant les rênes de son cheval à Célia. « Je vais m'assurer que la voie est libre. » Avant qu'elle ne puisse protester, il s'était éclipsé, se mouvant avec la grâce silencieuse d'un prédateur. Célia l'observa avec anxiété alors qu'il progressait vers le bâtiment, restant baissé et utilisant le moindre couvert disponible. Il disparut derrière le comptoir, la laissant seule avec les chevaux et sa peur grandissante. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Célia écarquillait les yeux, guettant le moindre signe de trouble. Et si les hommes avaient fait demi-tour ? Et si Takoda avait été capturé ou tué ? Que ferait-elle alors ? Juste au moment où son imagination conjurait les pires scénarios, Takoda réapparut à l'orée des arbres, lui faisant signe d'avancer. Le soulagement l'envahit alors qu'elle guidait les montures vers lui. « C'est sûr, » lui dit-il à son approche. « Jonas est digne de confiance. L'homme du gouvernement attend à l'intérieur. » Le comptoir commercial était plus vaste qu'il n'y paraissait de loin. Un bâtiment principal abritant le magasin et plusieurs structures plus petites à l'arrière, y compris une écurie. Jonas lui-même fut une surprise pour Célia. C'était un homme costaud, à la barbe fournie et aux yeux bienveillants qui se plissaient lorsqu'il souriait. « Mademoiselle Martin », l'accueillit-il chaleureusement lorsque Takoda fit les présentations. « Tout ami de Takoda est le bienvenu ici, bien que je doive dire que vous avez choisi des compagnons de voyage dangereux. » « C'était une nécessité, pas un choix », répliqua-t-elle, se trouvant étrangement sur la défensive pour Takoda. Jonas hocha la tête avec compréhension. « Eh bien, vous êtes en sécurité maintenant. Il y a un chariot en partance pour Fort-Royal demain matin. Vous pourrez vous joindre à eux. » Le cœur de Célia s'effondra. « Je dois y arriver le plus tôt possible. Mon père... » « Je crains que ce ne soit le plus tôt possible, » dit Jonas avec excuse. « Les routes ne sont pas sûres pour les voyageurs solitaires, surtout avec les hommes de Moreau qui rôdent.
Il jeta un regard lourd de sens vers Takoda. Takoda s'était déjà dirigé vers le fond du magasin, où un homme maigre en costume attendait. Ils commencèrent à parler à voix basse et pressante, l'inspecteur du gouvernement prenant des notes à mesure que Takoda parlait. Jonas offrit une chaise et une tasse de café à Célia, qu'elle accepta avec gratitude. De sa place, elle pouvait entendre des fragments de la conversation de Takoda. Il était question de vivres manquants, d'enfants le ventre vide, de promesses brisées par le gouvernement. Il mène une bataille perdue d'avance, commenta Jonas en suivant son regard. L'inspecteur est un homme bon, mais ses rapports disparaissent dans des tiroirs à la capitale. Pendant ce temps, des agents comme Moreau s'enrichissent en vendant les fournitures destinées aux réserves. Ce n'est pas juste, dit Célia, pensant au peuple de Takoda qui souffrait pendant que des hommes comme le borgne traquaient ceux qui osaient parler. L'expression de Jonas s'adoucit. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est ainsi que vont les choses ici. Il marqua une pause. Vous devriez vous reposer. Il y a une petite chambre à l'arrière où les femmes qui voyagent peuvent dormir en sécurité. Vous avez fait un long voyage. Célia voulut arguer qu'elle n'était pas fatiguée, mais l'épuisement s'installait déjà dans ses os. Elle acquiesça avec reconnaissance et suivit Jonas vers une chambre petite mais propre, dotée d'un lit étroit. « Merci, dit-elle. Et pourriez-vous dire à Takoda que j'aimerais lui parler avant qu'il ne parte ?» Jonas hocha la tête avec un sourire entendu qui fit rougir Célia, bien qu'elle ne sût pas pourquoi. Elle s'allongea, tout habillée, n'ayant l'intention que de se reposer un instant, mais le sommeil la réclama immédiatement. Lorsqu'elle se réveilla, la lumière filtrant par la petite fenêtre avait changé. C'était la fin de l'après-midi. Elle se redressa brusquement, craignant d'avoir manqué le départ de Takoda. Un coup discret à la porte apaisa ses craintes. « Célia Martin !» La voix de Takoda traversa le bois. « Jonas a dit que tu souhaitais me parler. » Elle ouvrit la porte pour le trouver là, sa haute stature remplissant presque l'encadrement. Il y avait une nouvelle tension dans ses épaules, une rigidité autour de ses yeux. « Vous partez ?» demanda-t-elle, soudain incertaine de ce qu'elle avait voulu lui dire. « Bientôt, » confirma-t-il. « Il n'est pas sûr pour moi de rester. Les hommes de Moreau reviendront quand ils réaliseront que j'ai été ici. » « Votre réunion s'est-elle bien passée ?» L'expression de Takoda s'assombrit. L'inspecteur a fait des promesses. Seront-elles tenues ? Il haussa les épaules, un geste éloquent dans sa résignation. Célia ressentit une vague d'admiration pour cet homme qui continuait à se battre pour son peuple, malgré les chances infimes. « Je voulais vous remercier, dit-elle, de m'avoir amenée ici, saine et sauve. Je sais que c'était dangereux pour vous. » « Une dette remboursée, dit-il simplement, mais il y avait une chaleur dans ses yeux qui démentait la formalité de ses mots. « Serez-vous... » Elle hésita, puis continua. « Serez-vous en sécurité en retournant parmi les vôtres ?»« Assez en sécurité, l'assura-t-il. Je connais des chemins à travers cette terre que les hommes blancs n'ont jamais vus. » Un silence gêné tomba entre eux, rempli de mots non dits. Célia était surprise de voir à quel point elle en était venue à respecter cet homme en si peu de temps. Cet ennemi qu'on lui avait appris à craindre. « Ton père serait fier de ton courage, » dit finalement Takoda. « Peu auraient fait le voyage que tu as tenté seul. Encore moins auraient osé s'adresser à moi comme tu l'as fait. » Célia sourit au souvenir de sa propre audace. « J'étais désespérée. »« Le désespoir révèle la vérité, » répondit Takoda. « Il montre ce qui gît dans le cœur. »
Il chercha dans une bourse à sa ceinture et en sortit quelque chose de petit qui brillait dans la lumière tamisée. « Prends ceci pour ton voyage. » Il pressa un petit objet dans sa paume, un pendentif en pierre polie sur un cordon de cuir, gravé d'un motif simple. « Cela te protégera, dit-il, ou du moins, c'est ce que ma mère croyait. » Avant que Célia ne puisse répondre, des cris éclatèrent à l'extérieur du comptoir. La voix de Jonas retentit avec urgence. « Takoda, ils reviennent ! 6 cavaliers en approche rapide !» La réaction de Takoda fut immédiate. Il se déplaça vers la fenêtre, scrutant prudemment par le bord du rideau. « Les hommes de Moreau », confirma-t-il d'un ton sinistre. « Ils ont dû comprendre que j'étais ici. » Jonas fit irruption dans la pièce, le visage rouge d'urgence. « Ils bloquent la route principale. Ils ont dû repérer vos chevaux à l'écurie. » Il se tourna vers Takoda. « Il y a une sortie par la réserve. Elle mène à un sentier qui longe le ruisseau. » Célia sentit la panique monter dans sa poitrine. « Et Fort Royal, le médicament de mon père, il n'y a pas le temps, » coupa Takoda. « Ces hommes n'hésiteront pas à faire du mal à quiconque est associé à moi. » Ses yeux sombres se fixèrent sur les siens. « Y compris toi. » La réalisation la frappa comme un coup physique. Sa quête pour le médicament de son père s'était entremêlée avec quelque chose de bien plus vaste et plus dangereux. Le bruit des chevaux se rapprochant ponctua ses pensées. « Je vais créer une diversion », offrit Jonas en se dirigeant vers la porte, « pour vous donner une chance à tous les deux de vous glisser par l'arrière. »« Tous les deux ?» répéta Célia, confuse. « Tu ne peux pas rester », expliqua Takoda, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Ils ont vu nos traces ensemble. Ils supposeront que tu m'aides. » Jonas hocha la tête en accord. « Il a raison, mademoiselle Martin. Ce ne sont pas des hommes qui posent des questions d'abord. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit paquet enveloppé de papier brun. « Tenez, des fournitures médicales. Pas tout ce dont vous avez besoin, mais cela pourrait aider votre père jusqu'à ce qu'il soit sûr de voyager à nouveau. » Célia prit le paquet machinalement, l'esprit en ébullition. « Mais comment vais-je rentrer? Le voyage a pris des jours. »« Je t'emmènerai, » dit Takoda, surprenant à la fois Célia et Jonas. « Par des sentiers que ces hommes ne connaissent pas. » Dehors, les cavaliers avaient atteint le comptoir. Une voix rauque s'éleva. « Jonas, on sait que tu caches ce fauteur de troubles. Fais-le sortir ou on entre. » Jonas leur adressa un hochement de tête sombre. « Allez, maintenant. » Il se dirigea vers l'avant du magasin, criant fort en retour. « Minute, Baxter! J'arrive !» Takoda saisit la main de Célia, l'entraînant à travers une porte étroite dans une réserve encombrée. Des caisses de marchandises et des tonneaux de farine créaient un labyrinthe. Ils naviguèrent rapidement, se dirigeant vers une petite issue au fond. Derrière eux, ils pouvaient entendre la voix de Jonas, délibérément forte alors qu'il engageait la conversation avec les hommes dehors. « J'ai vu aucun Indien aujourd'hui, Baxter. Juste des clients réguliers et l'homme du gouvernement qui est parti ce matin. »« Tu mens, Jonas. On l'a pisté jusqu'à ta porte. » La porte arrière s'ouvrit sur un étroit sentier de terre qui courait derrière les dépendances et descendait vers le ruisseau. Takoda guida Célia rapidement à travers les ombres grandissantes de la fin d'après-midi, restant à couvert grâce aux arbres et aux broussailles. Leurs chevaux n'étaient pas à l'écurie principale, mais attachés dans un petit bosquet au-delà de la propriété de Jonas. Le commerçant avait anticipé les ennuis et les avait déplacés par précaution. « Jonas est un homme bon », remarqua Takoda alors qu'ils atteignaient les chevaux. « L'un des rares qui traite tout le monde avec équité. » Célia jeta un regard en arrière vers le comptoir, l'inquiétude gravée sur son visage.
Vont-ils lui faire du mal? Non, l'assura Takoda en l'aidant à monter sur Belle. Ils ont trop besoin de son comptoir. Ils vont menacer, fouiller et repartir en colère. Ils chevauchèrent durement pendant la première heure, suivant le cours d'eau vers l'amant, restant dans l'ombre de la ligne d'arbres qui le bordait. Takoda imposa un rythme soutenu, clairement déterminé à mettre autant de distance que possible entre eux et leurs poursuivants. Le soleil se couchait lorsqu'il leur permit enfin de ralentir au pas, les flancs des chevaux se soulevant sous l'effort. « Nous les avons semés pour le moment, dit-il, scrutant leur piste avec des yeux exercés, mais ils n'abandonneront pas facilement. » Célia se sentait engourdie par l'épuisement et le choc de leur évasion de justesse. Le paquet de médicaments semblait lui brûler la poche. Ce n'était pas tout ce dont son père avait besoin, mais peut-être assez pour lui acheter du temps. Du temps qu'il n'aurait peut-être pas s'il ne parvenait pas à semer les hommes de Moreau. « Je suis désolée, dit-elle soudainement. J'ai aggravé votre situation. » Takoda la regarda avec surprise. « Comment cela ? Si vous ne m'aidiez pas, vous pourriez bouger plus vite, mieux vous cacher. » Elle fit un geste impuissant vers elle-même. « Je vous ralentis. » Un rare sourire traversa le visage de Takoda, transformant ses traits sévères. « Célia Martin, tu as une étrange façon de voir les choses. C'est ta présence qui m'a averti de l'embuscade. Sans toi, j'aurais peut-être chevauché directement dans leur piège. » Ces mots la réchauffèrent malgré sa fatigue. Ils établirent le camp dans un creux abrité, ne faisant qu'un feu minuscule. Alors qu'ils mangeaient un maigre repas composé des restes des provisions de Célia, Takoda exposa son plan. « Nous voyagerons de nuit désormais, » expliqua-t-il. « Ce sera plus lent, mais plus sûr. Je connais une route qui nous mènera près de ta ferme, sans croiser les pistes principales où les hommes de Moreau pourraient surveiller. »« Combien de jours ?» demanda Célia, pensant à son père qui attendait, s'affaiblissant. « 3, si la chance est avec nous. » Il étudia son visage à la faible lueur du feu. « Ton père est fort, il a survécu jusqu'ici. Il tiendra jusqu'à ton retour. » Elle hocha la tête, voulant désespérément le croire. Les 2 jours suivants passèrent dans un flot de voyages prudents, alternant entre les trajets nocturnes et les cachettes diurnes. Takoda se révéla être un guide expert, trouvant de l'eau et du gibier lorsque leurs provisions s'amenuisèrent, lisant la terre pour y déceler des signes de poursuite ou de danger. Il parlait peu, mais lorsqu'il le faisait, ses paroles étaient réfléchies, révélant une profondeur de compréhension qui surprenait Célia. La 3e nuit, alors qu'il franchissait une colline, le cœur de Célia bondit. Dans la vallée en contrebas, illuminée par le clair de lune, s'étendaient les contours familiers de Rivière au Saule, et au loin, le petit groupe de bâtiments qui marquait sa maison. « Nous avons réussi !» souffla-t-elle, des larmes de soulagement piquant ses yeux. « Pas encore, » avertit Takoda. « Nous devons rester prudents. Les hommes de Moreau ont peut-être deviné où je t'emmenais. » Ils approchèrent du hameau par l'ouest, restant dans l'ombre. Le petit groupe de bâtiments était calme, la plupart des fenêtres étant sombres à cette heure tardive. Célia ouvrit la marche vers la ferme familiale en périphérie, le cœur battant d'anxiété. Et s'ils étaient arrivés trop tard? Et si son père avait déjà... Elle ne put achever sa pensée. La petite ferme était plongée dans l'obscurité alors qu'ils approchaient. Célia mit pied à terre rapidement, se précipitant vers la porte tandis que Takoda s'occupait des chevaux. Elle la poussa, appelant doucement. « Papa, c'est Célia. Je suis rentrée. »
Un moment de terrible silence, puis une voix faible répondit. « Célia, est-ce vraiment toi ?» Le flot de soulagement fit presque flancher ses genoux. Elle se hâta vers le chevet de son père, allumant une lampe d'une main tremblante. Il semblait plus mal en point qu'à son départ, plus maigre, plus pâle, mais vivant, glorieusement et merveilleusement vivant. « J'ai apporté des remèdes, papa, » dit-elle en sortant le paquet de sa poche. « Pas tout ce que le docteur a prescrit, mais Monsieur Jonas a dit que cela aiderait jusqu'à ce que nous puissions avoir le reste. » Les yeux de son père s'écarquillèrent, alors que la haute silhouette de Takoda apparaissait dans l'encadrement de la porte. « Célia, » chuchota-t-il, « il y a un guerrier dans notre maison. »« C'est Takoda, » expliqua-t-elle rapidement. « Il m'a aidé, papa. Je n'y serais pas arrivée sans lui. » À sa grande surprise, la reconnaissance apparut sur le visage de son père. « Takoda, le chef des plaines. » Takoda s'avança, inclinant légèrement la tête. « Votre fille a dit que vous aviez soigné mon peuple pendant la maladie. Beaucoup se souviennent du médecin aux cheveux d'argent qui ne les a pas rejetés. » Le père de Célia lutta pour s'asseoir. « Je me souviens aussi. J'ai soigné une jeune mère avec 2 enfants. Elle avait vos yeux. »« Ma sœur, » confirma doucement Takoda. « Elle a vécu grâce à vos remèdes. » Alors que Célia préparait le médicament fourni par Jonas, le mélangeant avec de l'eau comme indiqué, elle écoutait les 2 hommes parler. Ils évoquèrent les conditions dans les réserves, les traités rompus, la maladie qui avait balayé tant les colonies blanches que les camps indiens. Malgré leurs différences, ils trouvèrent un terrain d'entente dans leur humanité partagée. Au matin, la fièvre de son père était tombée. Il était faible, mais le pire était passé. Célia se tenait dehors avec Takoda, alors que le soleil se levait, peignant la prairie de teintes roses et dorées. « Vous devez partir, » dit-elle, voyant comment il scrutait constamment l'horizon, alerte au danger. « Les hommes de Moro pourraient encore chercher. » Takoda acquiesça. « Oui, j'ai été loin de mon peuple trop longtemps. » Il monta son cheval d'un mouvement fluide, puis baissa les yeux vers elle. « Ton père va se rétablir maintenant. Tu as le don de guérison, comme lui. » Célia toucha le pendentif en pierre qu'il lui avait donné, qui pendait désormais à son cou. « Vous reverrai-je » ? Le monde change, Célia Martin. Le mode de vie de mon peuple touche à sa fin. Son expression était solennelle, mais non sans espoir. Mais de nouvelles voies s'ouvrent. Peut-être que dans ce nouveau monde, nos chemins se croiseront à nouveau. Je l'espère, dit-elle avec une ferveur surprenante. Le rare sourire de Takoda apparut une fois de plus. Les miens ont un dicton. La terre est notre mère, le ciel notre père. Entre eux, toutes choses sont possibles. Il leva la main en signe d'adieu. Jusqu'à notre prochaine rencontre. Célia Martin. Elle le regarda s'éloigner, silhouette solitaire contre le vaste paysage des terres frontalières. Le vent du matin portait l'odeur de la sauge et des promesses. Son père guérissait, et quelque part à l'horizon, une nouvelle compréhension était née, un pont entre 2 mondes qui avaient semblé impossiblement divisés. Célia toucha le pendentif en pierre une fois de plus, sentant sa surface lisse sous ses doigts. « Toutes choses sont possibles », chuchota-t-elle au vent. « Toutes choses. »